faisait des années qu'on l'attendait, il semble être enfin arrivé, le printemps iranien. Ça fait presque 2 mois que les Iraniens protestent contre le régime. 2 mois, c'est beaucoup. On dénombre déjà 227 morts parmi les manifestants. Clairement, cette fois-ci pourrait bien marquer la chute de la révolution islamique en Iran. C'est un ras-le-bol généralisé. Les manifestants ne sont pas juste mécontents à cause d'une réforme ou d'une augmentation de prix. C'est l'ensemble du système qu'ils rejettent. Si le régime iranien tombe, ce sera l'un des événements géopolitiques majeurs du XXIe siècle. Rien que la symbolique, au-delà du fait que ce soit la mort d'une théocratie. C'est un soulèvement populaire dans un pays qui compte plus de 83 millions d'habitants. Ses réserves de gaz et de pétrole sont énormes. Si le pays se débarrasse des ayatollahs, les sanctions économiques occidentales seraient levées et l'Iran pourrait enfin écouler ses réserves sur les marchés d'hydrocarbures. Pas ouf pour l'environnement, mais une excellente nouvelle pour la société iranienne. Mais pour l'heure, l'ayatollah Khamenei maintient toujours une chape de plomb sur le peuple iranien et souhaite étendre la révolution islamique à toute la région. Et ça passe entre autres par le développement de l'arme nucléaire, une priorité du régime depuis plusieurs décennies. Téhéran avait longtemps été bloqué par les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais depuis la décision de Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, le régime n'a jamais été aussi proche d'obtenir l'arme atomique. On parle tout au plus de quelques mois. Nucléaire, dernière étape technique pour l'Iran. Sanctions maximales demandées par Israël. En plus, vu le contexte de rivalité sino-états-unienne et surtout de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pas question que Beijing et Moscou exercent des pressions sur Téhéran pour faire plaisir à Washington. Surtout en ce moment, vu que l'armée russe dépend de l'achat à l'Iran de milliers de drones pour résister à la contre-offensive ukrainienne. Iran, le ministre des AE admet avoir vendu des drones à la Russie avant la guerre. L'Iran constitue donc une réelle menace pour la stabilité régionale, voire mondiale. Mais l'espoir renaît tant chez les Iraniens qui se sont soulevés contre le régime qu'au sein de la diaspora exilée à l'étranger et qui n'a pas pu remettre les pieds en Iran depuis la chute du Shah. La communauté internationale aussi retient son souffle, consciente de la gravité de la situation. En plus, il y a un risque réel qu'Israël prenne l'initiative d'une frappe préventive pour éviter que l'Iran ne parvienne à se procurer l'arme nucléaire. La fin de la révolution islamique iranienne, ce serait l'idéal en matière de respect des droits de l'homme, mais la vérité, c'est que le régime n'est pas non plus au bord du précipice. D'accord, c'est tendu en ce moment, mais c'est encore rattrapable pour le régime. C'est pas non plus la première fois qu'on voit des manifestations d'une telle ampleur. Ça s'était déjà produit lors des élections truquées de 2009, puis à nouveau pour protester contre la vie chère en 2019. Les conséquences de ces révoltes, pas terribles. Les choses ont juste empiré pour la population civile. C'est en 2013 que cet homme a pris le relais de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de l'Iran. Hassan Rouhani est issu de l'aile modérée du régime. Sauf qu'en 2021, il cède son siège à Ebrahim Raïssi. Lui, pour le coup, c'est un dur. Il prône le rigorisme religieux. Depuis son accession au pouvoir, le pays est de plus en plus isolé et les sanctions économiques pleuvent, aggravant d'autant la crise économique que traverse le pays, avec une inflation et un chômage qui galopent. En plus, c'est très possible que Raïssi succède au guide suprême du régime à la mort de celui-ci. Ça pourrait se produire bientôt, vu que l'ayatollah Khamenei a déjà 83 ans et que son état de santé, il est pas tip-top. Bon, alors, est-ce que cette rébellion de la population civile a une chance d'aboutir au renversement du régime iranien ? On t'explique. Le point de départ de cette révolte, c'est le voile. Sujet explosif en France, mais aussi en Iran. Pour le régime iranien, tout le monde doit s'habiller avec pudeur en vertu de la loi islamique, la charia. Ça concerne surtout les femmes. Le hijab donne aux femmes leur liberté et leur identité. Malgré les campagnes de propagande insensées et superficielles lancées par des individus matérialistes, le hijab n'entrave pas les femmes. Cette obsession du régime iranien explique la création en 2005 de la police des mœurs. Leur sale boulot, c'est de s'assurer que tout le monde fasse bien attention et ne commette rien d'immoral. Donc par exemple, les femmes doivent porter le hijab et surtout, elles doivent le porter correctement. C'est un problème pris très au sérieux par les autorités, le ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, qui a pris la peine de publier un feuillet explicatif de 119 pages pour traiter de la tenue vestimentaire des femmes. La police des mœurs, qu'on appelle aussi la police de la moralité, peut vous arrêter au motif que vous portez mal le hijab. Si ça se produit, direction le comico pour un cours de rééducation. Ensuite, un membre de votre famille doit venir vous chercher et vous n'avez pas intérêt à être d'une famille conservatrice et patriarcale, sinon c'est une belle rouste qui vous attend. Rappelez-vous qu'en Iran, les femmes ne peuvent pas divorcer sans l'accord de leur mari. Pareil, elles ont besoin de l'autorisation de leur père, de leur frère ou de leur mari pour travailler et voyager. Bref, votre frère ou votre père, votre gardien en gros, doit venir vous chercher pour que vous soyez autorisé à nouveau à circuler sur la voie publique. Par contre, en cas de récidive, les PV s'accumulent et vous pouvez même finir condamné, emprisonné et même battu et fouetté. Ce sont des actes de torture expressément proscrits par les conventions internationales de respect des droits de l'homme, mais le régime s'en contrefout. Et pour rajouter à l'absurde, la police des mœurs a des contraintes de genre à respecter. Les hommes, ils n'ont pas le droit de fouiller les femmes. Ça veut dire que les patrouilles sont généralement composées de 2 hommes et de 2 femmes. La police des mœurs est très cruelle, elle n'hésite pas à passer à tabac les personnes coupables de porter atteinte à la moralité.
Depuis la constitution du corps de la police des mœurs en 2005, les patrouilles enchaînent les arrestations arbitraires. Mais depuis 2021 et la radicalisation du régime, les recrutements s'accélèrent. Et on en vient à l'événement qui a déclenché les émeutes ces 2 derniers mois. En Iran, vent de colère après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, arrêté par la police des mœurs. Mahsa Amini était une jeune femme kurde qui a été détenue parce qu'une boucle de cheveux dépassait de son hijab. L'affaire aurait pu en rester là, mais elle a été battue à mort par la police de la moralité. Face au tollé, le régime a promis une enquête, mais s'est dédouané en arrivant à la conclusion que Mahsa avait des ennuis de santé antérieurs à son arrestation. Dans cet intervalle, des militants ont réussi à mettre la main sur des enregistrements de l'incident, ou plutôt du meurtre. En tout cas, l'annonce de la nouvelle a choqué le pays. Des milliers d'Iraniens sont alors descendus manifester dans la rue. Au gré des semaines, des dizaines de milliers de manifestants ont rejoint les rangs. Et bien que la mort de la jeune Mahsa Amini ait été un événement absolument atroce et tragique, ce n'est que la goutte qui a fait déborder le vase. Le gâteau pour une élite corrompue, les miettes pour le peuple. L'Iran est l'un des pays les plus isolés au monde. En 2018, Trump a renforcé les sanctions parce qu'il estimait que celles décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies n'étaient pas assez efficaces. C'est pour cette raison que toutes les entreprises occidentales ont dû quitter le pays, ce qui a durement touché l'économie iranienne. L'Iran est devenu un paria sur les marchés internationaux, même sur le marché très lucratif des hydrocarbures. Alors comment est-ce que le pays arrive malgré tout à conserver la tête hors de l'eau ? C'est assez contre-intuitif, mais contrairement aux prévisions, l'annonce des sanctions économiques contre l'Iran a fait bondir la place boursière iranienne. En fait, convertie au dollar, la bourse de Téhéran est celle qui s'est le moins dépréciée en 2020, comme si la pandémie n'avait jamais eu lieu. En vrai, c'est assez logique. Vu que les Iraniens ne peuvent plus sortir leur argent du pays, ils réinjectent leur épargne dans l'économie domestique. Et comme le rial, la monnaie nationale, ne cesse de perdre de la valeur, les titres de la bourse sont considérés comme des valeurs refuges. En plus, les autorités religieuses, celles aux commandes du pays, ont encouragé l'Iranien moyen à investir en bourse. La conséquence, c'est une augmentation de la demande et donc une revalorisation des titres à la hausse. Mais sous ces airs d'embellie financière, la réalité est on ne peut plus sombre. Les entreprises ne peuvent plus rien exporter à l'étranger, donc déjà, première grosse limitation pour leur stratégie de croissance. L'autre effet indésirable qui découle de l'interdiction des exportations iraniennes, c'est que du coup, personne n'utilise de rials sur les marchés internationaux. Tout le monde cherche à se débarrasser de ces rials, ce qui entraîne sa dévaluation. Rien qu'en 2018, suite à l'annonce des sanctions de l'administration Trump, le rial iranien s'est effondré de plus de 60% sur le marché officiel et de plus de 80% sur le marché libre. Résultat, une inflation record. Ça se traduit par des prix qui varient tous les jours, même pour les produits basiques du style un tube de dentifrice. Le taux de change officiel ne reflète absolument pas les prix du marché. Mais surtout, alors que les sociétés d'État ont le droit d'acquérir des dollars au taux de change officiel très avantageux, le citoyen lambda, lui, n'a le droit qu'à 2000 € maximum par an. Par contre, l'Iranien ordinaire, lui, il achète des dollars dans la rue en toute illégalité. Mais le système, il est bien rodé. Il y a même des sites qui mettent côte à côte les taux de change officiels et le taux réel. Forcément, ça crée des opportunités économiques. Déjà, il y a un énorme boom de la contrebande, une activité devenue très lucrative, surtout dans les villes frontalières avec les pays voisins. Donc, pour simplifier, d'un côté on a le peuple iranien qui galère et de l'autre une élite politique qui se gave. Sauf que pour une fois, on casse les codes. L'élite politique en Iran, ce sont les Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique. Iran, il y a 2 armées parallèles. L'armée conventionnelle, qu'on appelle l'armée régulière iranienne ou Artesh, s'occupe de la défense du pays face aux menaces extérieures. De l'autre côté, il y a les Pasdaran, dont la création remonte à la chute du Shah et à la révolution islamique en 79. Dès sa prise de pouvoir, l'ayatollah Khomeini crée le corps des gardiens de la révolution islamique car il n'a pas confiance en l'armée régulière qu'il suspecte d'être restée loyale au Shah d'Iran. Pourtant, dans les années 80, l'armée régulière avait rempli sa mission avec les honneurs dans la guerre contre l'Irak de Saddam Hussein. La mission principale des Pasdaran, la défense des valeurs de la révolution islamique. C'est un peu vague, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on compte pas moins de 50 000 gardiens de la révolution islamique. D'ailleurs, certains d'entre eux sont déployés au Yémen où ils entraînent les rebelles Houthis, mais aussi en Syrie, au Liban et ailleurs. Un corps d'élite bien armé et bien entraîné, et ça, justement, ça coûte bonbon. Alors, où est-ce qu'ils les trouvent, les fonds nécessaires à leur financement? Regardez attentivement ce graphique. Même sans tenir en compte le taux de change dollar-rial qui varie tous les ans, le budget des Pasdaran augmente d'année en année. En gros, les Iraniens s'appauvrissent à mesure que les Pasdaran s'enrichissent. Le régime des ayatollahs privilégie la loyauté de leur garde prétorienne à celle de son peuple. Et c'est loin d'être fini.
Pasdaran se financent grâce à l'impôt, mais aussi par leur participation, ou plutôt leur contrôle de la vie économique du pays. On estime qu'ils détiennent environ 80% de l'activité économique iranienne. Alors bien sûr, ils tirent une grosse partie de leurs revenus de l'extraction et de la vente d'hydrocarbures, gaz et pétrole. Ils sont aussi très puissants dans les télécoms. Ils sont l'actionnaire majoritaire dans les 2 plus grosses boîtes du secteur. Pareil dans le BTP, la principale entreprise de construction du pays leur appartient. En septembre 2020, l'État iranien leur avait passé commande pour 285 projets d'infrastructure. En plus, dans un pays de la taille de l'Iran, les travaux publics sont une source inépuisable de revenus. Il y en a toujours, partout et tout le temps. Rien que cette année, ils ont démarré un projet de rénovation de mosquée évalué à 100 millions de dollars. Finalement, les sanctions internationales auront eu pour effet d'appauvrir l'État, le peuple, mais pas les principales cibles, les gardiens de la révolution islamique. Du coup, face à une telle injustice, il suffisait juste d'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres. Des protestations d'une ampleur sans précédent. En fait, la religion n'est pas aussi omniprésente que l'on ne le pense quand on parle de l'Iran. Contrairement à l'Arabie Saoudite, la majorité de la population iranienne est laïque et ne souhaite pas vivre dans une théocratie. D'ailleurs, quand l'ayatollah Khomeini a renversé le Shah en 79, il a eu besoin du Parti communiste iranien pour y parvenir. Bon, depuis, le régime a évidemment fait dissoudre le parti et tous les autres groupes dissidents. En revanche, le niveau d'éducation supérieure en Iran est assez élevé et la pratique de la religion y est beaucoup moins radicale que dans d'autres pays de la région. C'est pour cette raison précise que l'Iran a connu plusieurs vagues de protestations démocratiques dans le passé. Déjà, les manifestations étudiantes des années 90, puis contre les élections truquées de 2009, la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad pour un second mandat. En 2019, ce sont la classe populaire et la classe moyenne qui sont descendues dans la rue pour protester contre le coût de la vie. Mais il n'était pas question à l'époque de renverser le régime. Cette fois-ci, c'est différent. C'est bien le régime iranien qui est ciblé par les masses. Des manifestants scandent « Mort au dictateur » à Téhéran alors que les protestations se propagent. C'est la première fois que la population civile appelle au renversement du régime. Et les Iraniens veulent faire rouler des têtes. Mort au dictateur, mort à l'ayatollah, c'est pas tout à fait la même chose que Macron démission. Les manifestations se sont propagées à l'ensemble du pays. La police iranienne a réagi avec brutalité. On vous prévient, les images qui suivent sont très violentes à regarder avec une extrême précaution. C'est par exemple ce qui est arrivé à cet homme. Il a été attaqué dans la rue, puis traîné dans une cour d'immeuble pour être battu à l'abri des regards indiscrets par une quinzaine de policiers, puis écrasé par une moto. Il gît au sol sans présenter de menaces apparentes avant d'être exécuté. On ignore pour l'heure si l'individu a survécu ou non à ses blessures. Légitime défense, tu parles. Cette violence, c'est surtout une façon d'intimider la population civile. Parce que cette fois-ci, les manifestants, ils ripostent. L'Iran annonce que 5 gardiens de la révolution, dont 2 colonels, ont été tués au cours d'affrontements dans le sud-est. Cet épisode a été baptisé le massacre de Sahedan, parce que même si 5 Pasdaran sont morts, 96 manifestants ont été tués. Alors pour info, la ville de Zahedan se trouve au Baloutchistan, à la frontière avec l'Afghanistan et le Pakistan. Vous vous souvenez quand on vous disait que la contrebande était devenue l'une des principales activités transfrontalières depuis l'imposition des sanctions économiques à l'Iran? Le détail qui tue, c'est qu'en plus des marchandises alimentaires ou de consommation courante, on peut aussi se procurer des armes. On n'est vraiment pas loin d'un soulèvement civil armé, beaucoup plus difficile à réprimer. Oui, on voit des gestes de protestation, du style des jeunes femmes qui enlèvent leur hijab en public ou des pancartes de l'ayatollah Khamenei en train de brûler. Et c'est très courageux de la part des manifestants, mais Téhéran est encore sous contrôle du régime. C'est la gestion des zones périphériques qui devient de plus en plus complexe. Cette instabilité politique devient dangereuse pour la survie du régime qui accuse Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'être derrière ces soulèvements et dans une certaine mesure, c'est pas improbable qu'il y ait effectivement des agents infiltrés. Les accusations contre les puissances étrangères sont un signe de la nervosité du régime. Il a besoin de distraire les manifestants avec une pseudo-menace extérieure. L'Iran prépare-t-il une attaque imminente contre les cibles en Arabie Saoudite? C'est ce que pensent les services secrets saoudiens qui en ont averti les États-Unis. Cette information donnée par le Wall Street Journal s'inscrit dans un contexte de haute tension dans la région, alimenté par la révolte en Iran. D'ailleurs, dans ce contexte, est-ce que l'Occident peut faire quelque chose pour soutenir le soulèvement du peuple iranien? En fait, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Les manifestants réclament que l'on intensifie les sanctions économiques en ciblant les proches et les familles des hauts responsables iraniens. Un grand nombre d'entre eux habitent justement dans des pays occidentaux. Mais un soutien militaire et logistique occidental serait très risqué. Les Pasdaran sont très bien armés et formés dans la contre-insurrection. On assisterait au début d'une nouvelle guerre civile dans la région qui se traduirait par un bain de sang. Pas que les puissances étrangères en aient quelque chose à faire, mais ça viendrait ajouter au chaos ambiant dans une période pas forcément propice aux conflits de haute intensité. Pour l'heure, la seule chose dont on est certain, c'est que le régime iranien traverse une période très trouble et que son maintien au pouvoir n'est pas certain. Ils ont beau procéder à des arrestations massives et des exécutions extrajudiciaires pour dissuader les manifestants, pour l'instant, le résultat n'est pas celui escompté. Le mouvement prend de l'ampleur. Le régime a mobilisé l'ensemble des gardiens de la révolution, de la police anti-émeute et de l'organisation paramilitaire des Basij pour mater la rébellion et n'hésite pas une seconde à avoir recours à la force létale.
Iran, comment des projectiles non létaux sont utilisés pour tuer les manifestants. Si on tire de près, on peut les tuer. Le constat d'un membre des forces paramilitaires iraniennes du Basij. Son unité n'a pas hésité à tirer des balles de chevrotine sur les manifestants. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est la fin du régime des ayatollahs? Est-ce que dans quelques semaines ou quelques mois, l'Iran serait redevenu une démocratie moderne et pacifique? Est-ce que l'Occident devrait intervenir pour faciliter cette transition? Tu nous dis, on espère que cette vidéo t'a plu. Rappelle-toi que tu peux nous suivre sur Instagram et LinkedIn pour être prévenu en temps réel, voire avec un petit peu d'avance si on arrive à bien s'organiser les prochaines vidéos de la chaîne. Et comme d'hab, si nos vidéos te plaisent, n'hésite pas à les faire tourner à tes potes, ça nous aide beaucoup. On t'informera des futurs développements de la révolution contre-révolutionnaire et on te dit à bientôt.